Soulèvement des agents de la Gécamine ce jeudi à cause de la spoliation de leur terrain. Ils ont rencontré le président de l'Assemblée provinciale qui leur a promis une solution dans une semaine. Le sourire est parfois utile pour améliorer le monde. Cette journée est célébrée le 5 octobre de chaque année à travers le monde. Il est parfois important. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Suite à la spoliation de leurs parcelles achetées auprès de leur employeur, les agents de la Gécamine ont rencontré le président de l'Assemblée provinciale ce jeudi matin. Après cet entretien, des promesses leur ont été faites. Odilon Mwepou. C'est une forêt des agents Gécamine. Ils ont été tournés en dérision, ils ont la façade fissurée, indice de désarroi et de nervosité. Leurs parcelles ont été spoliées. Par une marche, ils ont exprimé leur ras-le-bol, une marche jusqu'au bureau de l'Assemblée provinciale. Ils ont été apaisés. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que ces maisons-là, d'ici la semaine prochaine, seront absolument démolies. Après cet entretien, leurs émotions ont été attendries. Ils n'ont pas su le cacher. Nous sommes satisfaits, nous tous les ouvriers, les travailleurs de la Gécamine, parce que nous avons vraiment une préoccupation. Nous avions une préoccupation. Ça fait même un mois que nous sommes dans les sites en train de nous tracasser, de se frotter même, des agressions corporelles, voire même des menaces de mort dans les sites où il y a un arrêté qui nous autorise d'aller donner aux travailleurs. Et surtout que c'était le lancement du chef de l'État lui-même en question. Il s'est déplacé, il a fait 2000 km pour lancer cette action en remettant à titre gratuit 5 contrats aux travailleurs. Mais quand nous étions sur le terrain, ce n'était pas facile. Nous avons trouvé beaucoup d'encombrements, nous avons trouvé beaucoup de difficultés. À telle enseigne qu'à un moment donné, pour y descendre, il fallait chercher seulement les militaires armés, demander l'autorisation à l'autorité militaire pour nous joindre quelques militaires armés pour que nous puissions faire le travail convenablement. La réponse qu'on vient de nous donner par le président de l'Assemblée, nous sommes vraiment contents en tant que la délégation syndicale et tous les travailleurs. Nous attendons maintenant la concrétisation des mesures qui viennent de prendre ici. Des solutions leur ont été promises dans une semaine. Le monde célèbre chaque 5 octobre la journée mondiale des enseignants. Cap sur M. Bandia Kalumba, enseignant à l'école primaire du Lualaba, collège Saint-Jean 23, Elisa Soumani. Je m'appelle Bandia Kalumba Jean. Il enseigne depuis 1984, soit 34 ans dans l'enseignement. Il s'égoberge à mijoler les enfants, surtout du degré élémentaire. À son actif, des personnalités de haut calibre, Odilon Mwepou Wanzouvou, directeur de Wango RTV y compris. Affectueux, toujours dans sa manière de faire les choses, il se raffole de passer du temps avec ses élèves. Les vacances ne sont pas les bienvenues chez lui. J'ai beaucoup enseigné la classe de première année. Je me rappelle des enfants, comment est-ce qu'ils jouent. Moi, quand je ne suis pas à côté des petits-enfants, c'est comme si je suis malade. Pendant les vacances, vraiment, je ne me sens pas bien. Il faut que je sois à côté des petits-enfants, jouer avec eux. Comme vous voyez ici, c'est vraiment qui me plaît beaucoup, être à côté des petits-enfants. Le paradoxe qui existe entre les personnalités qu'il a formées et son état modeste d'enseignant ne l'inquiète pas. Il le trouve normal et continue à se décarcasser pour transmettre son savoir aux élèves. Il n'y a plus moyen de faire autrement, mais aujourd'hui quand même, on est comme ça, on n'est pas bien énuméré, mais quand même nous nous forçons à enseigner. Il ne faut pas vraiment se décourager parce que vous n'êtes pas bien payé et vous vous découragez. Comme ça, vous allez encore tuer le monde. Notre bon métier, comme nous le disons, nous devons toujours s'y mettre. Des bons tout comme des mauvais souvenirs ne sont pas exclus. Il ne regrette pas d'avoir opté pour l'enseignement. Il y a des décès de mes collègues. Mais sinon, de mauvais souvenirs, non. La disparition surtout de mes collègues, ça me fait un peu très mal. Il faut savoir qu'un enseignant, partout au monde, a toujours été pauvre. Même en Belgique, il y a un professeur qui nous disait, ici au collège,
qui me disait que même chez nous en Belgique, les enseignants sont toujours pauvres. Il y a ceux-là que nous encadrons, ceux-là que nous formons, qui deviennent des ministres de président. Mais nous-mêmes, nous achetons des voitures usagées. C'est comme ça avec l'enseignement. Son grand vœu est de voir le système éducatif congolais être réformé et la rémunération suffisante pour un mode de vie normal. Moi, jusqu'aujourd'hui, je suis encore en train de payer les études de mes enfants. Il y a ceux-là qui sont à l'université, il y a ceux qui sont à l'école secondaire, et même maintenant les petits enfants, donc les enfants de mes enfants. Je les supporte parfois avec le feu là que nous avons. Enseigner pour lui est une fierté. Plusieurs enseignants se sont exprimés par rapport à la journée mondiale des enseignants. Ils ont parlé de la vocation qui doit être la pierre d'angle dans l'exercice de ce métier. On les écoute. C'est une vocation. Si je m'étais engagé dans l'enseignement, donc ce n'est pas pour un petit plaisir, un simple plaisir. Alors mon souci a toujours été, en tant qu'homme cultivé, donc je dois transmettre mes connaissances. Je suis habitué à cette vie d'enseignant. Ouais. Quoique c'est une vie un peu misérable, mais j'y suis habitué. Et je vis comme ça. Tous mes enfants sont nés dans l'enseignement, ils ont étudié dans l'enseignement, bon, ça me plaît. C'est vraiment impossible d'abandonner les enfants en cours de l'année. Bon, si peut-être l'année tenait à sa fin et que d'autres opportunités s'ouvraient, alors là, je saurais quoi faire. Mais comme j'ai déjà débuté, c'est en cours d'année, c'est quasiment impossible d'abandonner les enfants. C'est comme qui dirait, ce serait leur laisser orphelins. Or, nous savons que l'enseignement, c'est un métier noble. Donc nous transmettons les valeurs aux enfants. Alors je le fais avec plein gré. J'ai le souci aussi de former les enfants. Alors les laisser comme ça en cours d'année, ça serait vraiment faillir à ma mission. C'est un très bon métier qui dépasse presque tous les métiers. Si on ne tient pas compte vraiment des salaires, c'est un très bon métier. L'humanité célèbre chaque 5 octobre le sourire. Cette journée a pour objectif d'améliorer le monde à travers le sourire. Les Lualabé reconnaissent son bienfait. Elisa Soumani. Il est parfois caricatural, jaune, crispé et coûte beaucoup d'efforts lorsque l'humeur est lugubre. Arboré au coin de lèvres, le sourire est parfois séducteur. Il est très capital et exprime très souvent la sympathie. C'est une belle journée, le sourire m'apporte du bonheur. Très souvent, je souris quand je suis avec ceux qui j'aime et quand je fais ce qui me rend heureuse. Sourire parfois défensif contre nos pulsions, tendre et coquin, pouvant désarmer, il a un rôle non négligeable dans le fonctionnement de notre organisme. Quand quelqu'un sourit, ça signifie que cette personne n'est pas stressée. Et puis quand il ne sourit pas, ça ne dit pas qu'il est fâché ou bien il est stressé. Certains ne sourient pas parce que ça fait partie des normes de service. Quand tu ne souris pas, tu es stressé. Tu synthétises les catégories qui sont désormais des stress. Et ces catégories-là, quand elles sont synthétisées en grande quantité dans le corps, ça entraîne une vasoconstriction. La vasoconstriction, donc les vaisseaux diminuent de calibre. Le sang ne va pas bien vasculariser les tissus parce que les vaisseaux ont diminué de calibre. Et à la longue, ça peut entraîner même l'hypertension. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière. Clôture ce jeudi de la 30e session IDAG à Kambiaboma au territoire de Muchacha, ayant pour mission de produire et maintenir un dialogue multi-acteurs permanent, stratégique et constructif dans le secteur minier. Cet atelier a produit des recommandations au Dilon Wepou. En panel, membres du gouvernement, société civile, opérateurs économiques, artisans miniers, Koujit, belle gymnastique intellectuelle, c'est un travail de titan. L'accent a aussi été mis sur la législation. À l'issue de l'atelier, on a eu quand même à répertorier, à démontrer d'abord le base légale qui organise les sociétés coopératives, notamment la loi de l'OHADA. Il y a les codes miniers et certains textes qui organisent les sociétés coopératives, qui organisent l'exploitation minière artisanale comme une profession capable de contribuer à l'émergence
du développement ou de l'économie locale. Cet aspect était vachement important. Le juridique que nous avons, le code minier qui a été revu, c'est un code qui spécifie beaucoup de choses, de bonnes choses sur l'exploitation artisanale. Parce qu'il faut dire que l'industriel existe, mais l'artisanat existe aussi. Les industriels se retrouvent jusqu'alors par les artisanaux miniers. C'est si vous avez vu, il y a tous les efforts de réforme, ça et là, tous les ateliers. On veut qu'ils se retrouvent. Mais on dit que ça soit fait, comme c'est dit dans le code minier, selon le respect des droits de l'homme, ce qu'on appelle la diligence raisonnable. Parce que là, nous avons un arsenal de principes qui ont été convenus au niveau de la communauté internationale, mais qui ne contredisent pas le code minier. Des recommandations ont été formulées, c'est une affaire de tous. Une synergie de tripartite. Donc ça dit que le gouvernement essaie de faire ce qu'il doit faire de ces recommandations, que la société civile fasse ce qu'elle doit faire, que les entreprises minières fassent ce qu'elles doivent faire. Ces recommandations doivent être mises en application par chacune des parties prenantes. Le directeur général adjoint de l'Office des routes, Floribert Matiti, est arrivé au lieu de l'écroulement du pont Lukoshi. Des solutions imminentes ont été promises pour rétablir la circulation des habitants de ce coin. Suivez. C'est une équipe d'experts en pont et bac que conduisait le DGA de l'Office des routes, Floribert Matiti, qui s'est mis au travail, sitôt accueilli par le ministre provincial des infrastructures, Norbert Mbangu, au pont Lukoshi, jeté sur la rivière, portant le même nom. Après les études par ses experts, le DGA a confirmé le début des travaux ainsi que le délai d'exécution, redonnant ainsi l'espoir à la population et les usagers de cette route d'intérêt transfrontalier. Ce que nous avons constaté. Maintenant, il faudra qu'on trouve rapidement une solution parce que la population est en difficulté ici, le trafic est interrompu. Nous sommes venus, on a constaté et nous pensons résoudre les problèmes. D'abord, il faudra démonter les ponts qui est sur place, tirer les véhicules qui est encore sous eau et puis lancer un nouveau pont modulaire. Mais nous disons que ce nouveau pont modulaire sera un travail provisoire parce que nous pensons que cette route, vu son importance, c'est une transfrontalière qui va vers l'Angola. Vu le tonnage des véhicules qui arrivent, nous voulons construire ici un pont définitif. Donc, on sait déjà d'une manière à l'abonner comme ça déjà pris les options avec le ministre provincial. Nous allons discuter avec le gouverneur et moi je ferai un rapport aussi au ministre national des infrastructures que nous allons passer à l'option du pont définitif. Mais nous rassurons la population que pour le pont qui est là, nous allons lancer un pont provisoire. Disons à partir de jusqu'à maximum 75 jours, les trafics pourra être ouvert. Là j'ai mis avec beaucoup de marches de sécurité. Mais nous pensons que la population doit compter sur l'intervention du gouvernement et provincial et gouvernement central. Nous allons résoudre ce problème. Les filles et fils de ce territoire ont apprécié les actions menées par les autorités du Lualaba que dirige Richard Mouyej Manguez-Mans sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les lauréats de l'examen d'État édition 2018, une dizaine au total, ont quitté Kinshasa hier. Ils sont à destination de Chypre pour des raisons d'études. Ils sont pris en charge par le gouvernement provincial du Lualaba que dirige le gouverneur Richard Mouyej. Suivez. Et le soir, faites votre prière, vous verrez que tout ira pour le mieux. À partir du moment où vos parents vous accompagnent, c'est déjà une bénédiction. L'émotion était perceptible sur les visages de ces élèves du Lualaba, lauréats de l'examen d'État édition 2018. Ils viennent de bénéficier d'une bourse d'études pour Chypre en Asie occidentale, bourse octroyée par le gouvernement provincial du Lualaba que dirige Richard Mouyej Manguez-Mans. Avant de prendre leur vol pour Chypre, quelques élèves et parents se sont exprimés. Ça m'a beaucoup touché de voir qu'il y a quelqu'un qui pense à l'éducation parce que c'est pas partout qu'on voit ça. C'est pour la première fois dans notre province que quelqu'un s'intéresse à l'éducation et puis c'est aussi une grande motivation pour nous de faire toujours mieux vu que c'est un signe qui nous fait confiance. Et voilà, nous sommes là. Incroyable mais vrai, on est à l'aéroport d'Indjili, international d'Indjili. Nous sommes les parents, nous accompagnons nos enfants lauréats de la province de Lualaba. Vraiment, nous disons encore un grand merci à notre excellence monsieur Mouyej Manguez-Mans. Un grand merci en tout cas, que Dieu vous bénisse avec l'ensemble du gouvernement. Je remercie grandement les gouverneurs Papa Solution, Mouyej Manguez-Mans, pour avoir
cette initiative, que les parents puissent accompagner leurs enfants pour voir là où ils vont étudier et là où ils seront logés. Que Dieu puisse bénir tous les gouvernements provinciaux du Lualaba. Que Dieu puisse donner longue vie à son Excellence Mouyej Manguez Mons. C'est depuis le 23 septembre 2018 que ces lauréats séjournent à Kinshasa pour les formalités des voyages. Et la prise en charge est totale. Ils ont partagé un repas autour de l'autorité provinciale du Lualaba, Richard Mouyej Manguez Mons, qui les a rassurés davantage. Dans une déclaration ce jeudi 4 octobre au sortir de la réunion avec la Commission électorale nationale indépendante CENI, les principaux candidats de l'opposition se sont dit insatisfaits de la rencontre. Gracia Oleko. Le signataire de cette déclaration, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu, Martin Fayoulou et Jacquemin Chabani, qui a représenté Félix Tshisekedi, ont affirmé que la CENI n'a pas convenablement répondu aux attentes de leurs préoccupations. Il s'agit notamment de celles sur l'usage ou non de la machine à voter et la radiation du fichier des électeurs sans empreinte. Ces opposants considèrent d'ores et déjà la CENI comme responsable en cas de la non-tenue des élections cette année. Par ailleurs, la CENI et le candidat président se sont mis d'accord sur la mesure en place d'une commission technique pour examiner certaines questions techniques liées au processus électoral. Sensibiliser les mamans qui Kipendano et leur présenter la machine à voter et les motifs qui a conduit successivement Magui Ngunzo Karum à Dilungu, à Manika et à Mutoshi. Édifier ces mamans ont exhorté les femmes à se soutenir mutuellement aux prochaines élections pour avoir des femmes leaders en province et au pays. Emmanuel Casco. Elle n'est pas seulement bourgmestre adjointe de Manika, elle est aussi candidate aux législatives provinciales. Pour elle, les élections n'ont pas leur raison d'être si les électeurs ne sont pas sensibilisés sur la machine à voter et par surcroît le processus électoral. En sa qualité de chrétienne affermie, Magui Karum était en présence des femmes méthodistes pour cette fin. Je me tiens devant vous pour deux choses. D'abord, comme on dit, mon peuple périt faute de connaissances, cette machine à voter, pourquoi ne pas la présenter aux miennes? C'est pourquoi on a invité les agents de la CENI pour qu'ils nous apprennent à voter avec la machine. Deuxièmement, les serviteurs le savent. Je n'ai pas postulé car j'étais à Likasi lors des dépôts. À la veille, on me dira que j'étais désignée candidate. Ayant demandé conseil aux serviteurs, ils m'ont encouragé, me disant « Vas-y, Dieu t'a choisi ». C'est là mon problème. Je suis venue vous dire que je suis désignée candidate au provincial. Après la présentation de la machine à voter au Mama Kipendano, celles-ci l'ont expérimentée. Même celles avancées en âge n'ont pas eu du mal à toucher cette machine en présence des agents électoraux. Liant l'utile à l'agréable, Magui Karum a sensibilisé et communié avec les siennes, successivement dans le district de Jourdain à Dilungu, district Joab Moulela à Manika et Mémorial Katembo à Mutoshi. Partout, le Mama n'avait qu'un mot. Concernant notre pays et les élections qui vont venir, depuis que les papas ont commencé, effectivement, c'est un échec. Ça ne va pas. Dans notre pays, on ne sait pas nous suffire nous-mêmes. Quand on voit la bénédiction que Dieu nous a donnée dans notre pays, comment expliquer la souffrance et la pauvreté? Et en tout cas, nous encourageons surtout que les mamans sont candidates. Nous les encourageons. Et encourageons les autres mamans, nous sensibilisons les mamans qui doivent aller voter, nous par exemple, que nous puissions soutenir les femmes. Ça fait longtemps que les hommes nous ont dirigés politiquement, presque tout le plan présidentiel, provincial, urbain et autres. Ce sont eux qui priment. Je pense que cette fois-ci, nous devons beaucoup sensibiliser les mamans à voter pour les autres mamans, car elles sont les seules qui connaissent la douleur de l'enfantement et par conséquent la misère de la population. Mama eko na shikia kuuma kama vraiment bintu abiendeke. Par rapport aux élections, j'exhorte les mamans à voter pour les femmes afin que notre pays prospère. Si les femmes seront aux affaires publiques, nous allons connaître un développement. Ne dit-on pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Seules les femmes peuvent nous aider pour que notre nation prospère.
Chaque paroisse a bénéficié d'un soutien de la part de cette dame au grand cœur en vue de réussir leur journée spéciale qui se profile à l'horizon. Pour toutes les femmes, la joie était manifeste. Et puis en sport, avant de clore ce journal, ASV Club de Kinshasa a tenu en échec Al Masry mercredi 3 octobre à Port Saïd en match comptant pour la manche allée de demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. J.R. Sakissa. Can they find the back of the net? Well, the defenders did enough, didn't they? Très ambitieux cette saison, les hommes de Florent Ibenge arrachent un match nul à l'extérieur devant les Égyptiens, motivés dès les coups d'envoi. À la 26e minute, Al Masry tout près d'ouvrir les scores, la défense congolaise est bien placée. Quelques minutes plus tard, le buteur maison de V Club, Jean-Marc Mundele Makousou rate les 4 sur une retournée acrobatique. À 1 minute de la pause, Ahmed à 30 mètres frappe Lukong bien présent et sauve les siens. 0-0 sera le score à la mi-temps. Au retour, les deux équipes se procurent des occasions franche, mais le but n'arrive toujours pas. Les scores restent inchangés jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Dans l'autre demi-finale, Enyimba Football Club du Nigeria a été battu à la maison par le Raja Athletic Club de Casablanca sur un score de 0 contre. Le Marocain ont pris une bonne option vers la finale. Le match retour des demi-finales sont prévus pour le 24 octobre prochain. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wangu.info.